Radio Arson, le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. Merci Daniel Mémoire de ces journées que vous nous avez consacrées à la Villa Arson avec les étudiantes et les étudiants intéressés par ces processus d'écriture, ces processus aussi dont vous nous avez parlé pour leur valeur structurante, c'est-à-dire la façon dont, avec du langage, quelque chose se met en place dans des travaux qui peuvent être, entre autres, visuels. Et nous allons échanger. Bonjour Daniel. Bonjour Tristan. Avant de laisser la parole aux étudiantes, à Anaïs et Anna, sur des questions un peu plus pointues que les miennes, j'aimerais tout simplement vous demander comment s'est passé ces 3 jours à la Villa Arson. Quelles rencontres, quelles découvertes avez-vous faites ici ? Bon, c'est compliqué. Ces 3 jours, d'abord, se sont très bien passés. J'ai été enchantée de toutes les rencontres que j'ai faites. Vraiment, je peux prendre chacun tour à tour, chacun ou chacune. J'oublie toujours de mettre le féminin en particulier en ce qui me concerne. Donc, chacun et chacune, j'ai été contente de le rencontrer individuellement. La première journée, on m'a posé des questions et malheureusement j'y ai répondu très longuement et donc j'espère ne les avoir pas trop assommés. Et ensuite j'ai eu des rencontres individuelles avec quelques étudiants que j'ai trouvés tous, ça veut dire chacun et chacune, tout à fait remarquables. Avez-vous l'habitude de ce genre de workshop ? L'habitude, ce serait beaucoup dire, mais ça m'est arrivé. La première partie, ça veut dire de devoir répondre à des questions sur mon propre travail, non. Et j'avais demandé qu'on me pose des questions. J'avais pas du tout envie je ne sais pas, de faire une conférence sur Daniel Mémoire. M'entretenir avec des étudiants d'école d'art, oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois à Genève, 1 fois à Bordeaux. Et j'ai participé à Marseille aussi avec des étudiants d'école d'art à ce qui s'appelait un atelier de lecture. Ça veut dire je fournissais un protocole à l'issue duquel ils allaient utiliser la bibliothèque du CIPM qui est magnifique. Est-ce que, durant ces 3 jours, il y a dans vos rencontres avec les étudiantes et étudiants des sujets qui sont revenus, qui vous ont surpris ? Qui m'ont surpris, sûrement, qui sont revenus pas tellement. C'est-à-dire la chose qui me frappe le plus, c'est à quel point ces jeunes gens sont différents les uns des autres. Et comme les conversations ou l'entretien prend un tour chaque fois absolument différent de celui qui le précède et de celui qui va le suivre. Dans cette école où principalement les médiums sont la peinture, le modelage, est-ce que vous avez rencontré des étudiantes et étudiants qui travaillent le texte ? Oui, absolument, et même quelques-uns de façon tout à fait exceptionnelle. Ça veut dire comme pour lesquels le fait d'écrire apparaît comme même un peu plus qu'un versant de l'ensemble de leur pratique. C'est-à-dire c'est pas le cas de tous, et donc le côté versant d'une pratique est quelque chose de très intéressant dans tous les cas, mais dans surtout un cas jusqu'ici, moi je ne saurais pas que la personne qui a écrit ce que j'ai lu a par ailleurs une pratique de la peinture. Je trouverais que ça suffit. Largement. Voilà, non, j'étais frappée par la qualité des écrits en général. À leur âge, oui. vous pensiez déjà à l'écriture ? Ah oui, moi je pensais à l'écriture depuis que je sais écrire. J'ai commencé de bonne heure. Ça ne veut pas dire que j'ai écrit tôt, hein, mais que écrire, c'était ce que j'allais faire, oui, ça m'a pris de bonne heure.
Merci beaucoup, Daniel Mémoire. Je vais passer maintenant la parole à Anaïs, Anna et puis peut-être un peu Jérôme pour continuer ce dialogue avec vous. Merci à vous. Bonjour Tristan, merci. Bonjour Daniel Mémoire. Bonjour Je Anaïs. me réjouis de vous avoir en face de moi. J'ai lu quelques-uns des livres du corpus et je voudrais vous poser quelques questions à leur sujet, en commençant par quelques membres de notre cercle qui a été publié en 2021 aux éditions POL, que je vais citer. Ceci d'un peu bien torturé mais de juste. L'écriture est afin qu'advienne au monde ce que le monde ne peut pas, sans qu'il soit reproché au monde de ce qu'il ne le peut pas de n'être que le monde. Le contre-monde est pour vouloir le monde, ou du moins pour l'accepter. Donc est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éclaircissements en particulier à cette dernière phrase ? Le contre-monde est pour vouloir le monde, ou du moins pour l'accepter. Et il faut que j'explique ça. En fait, je peux, c'est ça le pire, mais peut-être que je ne peux pas d'abondance et que je suis obligée de réfléchir un peu. Mettons, ou imaginons, ou supposons que je puisse dire, plagiant ou copiant Flaubert, que vivre est un métier pour lequel je ne suis pas faite. Et que oui, c'est ça, que la vie, le monde ou la réalité se présente ou se soit présenté d'une manière ingrate, sinon hostile. C'est-à-dire et en même temps que j'ai cette conviction pour diverses raisons. Je ne vais pas citer Nietzsche après Flaubert. Je suis désolée de ne parler que par... pardon ? Bon, en tout cas, qu'il faut dire oui. Et qu'il faut dire oui. Et que donc il faut, quoi qu'il en soit, du monde ou du monde effectif ou de la réalité ou de son propre destin, on doit l'accepter, et plus que l'accepter, le vouloir, n'est-ce pas ? C'est-à-dire dire oui, ça n'est pas de la résignation. Et donc, ce que je dis du contre-monde, qui est l'ensemble de la fiction, peut-être, c'est comme... ça n'est pas une fuite du monde, c'est quelque chose grâce à quoi on peut en effet affronter le monde. Est-ce que je m'explique bien ? Ça a une fonction comme régulatrice. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la possibilité de bâtir un monde qui emprunte beaucoup au monde, qui n'est pas absolument fantastique, qui à de certains égards est meilleur que le monde, ou plus beau que le monde, ça c'est pas très difficile, mais à d'autres égards est presque pire. Les deux ensemble se soutiennent. Oui, l'un soutient l'autre. Voilà, c'est un peu trop long comme réponse, mais c'est compréhensible. Oui, merci. Et donc sur cette question toujours du contre-monde, je me demandais si votre contre-monde à vous, la manière dont vous l'écrivez, disons qu'il y a beaucoup d'utilisation de termes plutôt désuets, ou qui appartiennent à un monde en fait plus ancien que le monde dans lequel on est. Et donc pourquoi est-ce que vous situez votre contre-monde dans quelque chose de déjà passé ? Très bêtement, hein, et, probablement avec le sentiment vraisemblablement erroné qu'il y a quelque chose de perdu, quelque chose de... ça ressemble un peu, enfin la configuration est un peu la même que celle par le moyen de laquelle répondre à votre question précédente. Pour moi, si je peux le dire ainsi, dans le passé, il y a de l'avenir. Qu'un maintien ou une référence à des choses passées, à des choses s'estompant, à des choses perdues, est quelque chose qui, peut-être d'une part, qui constitue une force, d'une certaine manière.
Parce que je ne sais pas si j'ai très bien saisi cette notion du contre-monde. Moi non plus. Oui, mais peut-être qu'elle est très vaste aussi Oui. comme question. Oui. Et donc, moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans votre œuvre et dans le corpus, c'est le fait qu'il y ait aussi un contre-monde du corpus par la mise en abîme. Et donc, je me demandais si c'était peut-être aussi relatif au contre-monde, toutes ces évocations de possibles et de possibles manuscrits, de possibles livres, comme par exemple l'évocation du roman gothique, qui, me semble, n'existe pas, mais qui peut exister en fiction et dans le contre-monde du corpus. Donc si c'était peut-être relatif aussi au contre-monde, cette profondeur de champ. Oui, ce que vous appelez profondeur de champ ou contre-champ, pour moi, je vois plutôt quelque chose comme un hors-champ. Je ne sais pas si oui, par exemple, l'évocation de livres qui n'existent pas, mais qui auraient pu exister, qui quelquefois sont abandonnés, participent réellement de cette constitution d'un contre-champ. Mais l'idée, assez vite, aurait été en fait, oui, de fabriquer un contre-champ. C'est-à-dire pas que le contre-champ est un effet, le hors-champ, pardon, pas que le hors-champ est un effet dans le champ, comme il peut arriver, je ne sais pas, par exemple, dans un film de Bresson. Je pense en particulier à une séquence dans Au hasard Balthazar, mais ça se produit d'autres fois où on entend le son avant d'arriver au plan. Ça veut dire que le son de ce plan a commencé sur le plan précédent. Là, c'est comme une espèce de renforcement et puis qui fait exister ce son avant même. Attendez, pourquoi est-ce que je donne cet exemple en quoi est-ce que ça serait différent? Ah oui, parce que cette évocation, enfin cette construction d'un hors-champ, il y a plusieurs manières, hein, je pense, de faire exister un espace hors-champ. C'est quelque chose qui ne va pas exister du tout, mais dont on devrait croire qu'il a existé. Je pense à un lecteur, je veux dire qu'il croit qu'il a déjà lu cette histoire, ou qu'il croit qu'il a déjà rencontré ces personnages, ou qu'il pense qu'il sait déjà ça. Et en réalité, ça n'est pas dit. Et alors après, j'avais cette amie que j'évoquais hier, qui était une manière de mentor pour moi, et qui à un moment m'a dit bon mais ça suffit maintenant le corpus. J'étais de bonne heure, hein. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je l'avais écouté. Il avait été de bons conseils jusque là, mais pour la conduite de ma vie, c'était mieux pour moi de continuer à écrire que de cesser, n'est-ce pas? Et donc il disait voilà non mais ça y est c'est fait, il est construit l'espace hors champ, maintenant on fait autre chose. Vous voyez, comme si le corpus, qui peut-être même ne s'appelait pas encore comme ça, enfin le mot est tombé sous ma plume, je crois, ou peut-être sous mes doigts, quand j'écrivais Modèle réduit, qui est le premier livre publié, mais en fait ça faisait déjà 5 ou 6 ans que je traînais ce projet. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, cette volonté de donner existence à quelque chose qui en fait n'est pas là. C'est pas très singulier. Oui, mais j'ai l'impression, parce que si vous aviez arrêté beaucoup plus tôt, la profondeur de champ aurait été... Enfin, le hors-champ aurait été moins profond que ce qu'il est en réalité, puisque j'ai l'impression que avec le temps, des règles sont arrivées en plus. Oui, j'espère. Est-ce que vous avez défini en amont, c'est-à-dire avant de commencer c'est-à-dire très tôt, avant de commencer à parler de votre travail, est-ce que vous avez pensé à définir ce que vous alliez dire et ce qui allait rester entre vous et le cercle, et ce qui allait rester du mystère? Est-ce que c'était contrôlé? Est-ce que le discours que vous avez autour de votre travail est contrôlé? En tout cas, il ne se tient pas en amont. Il me semble que si on appuie sur le bouton qui est parler du travail, ce qui va sortir sera contrôlé, mais ça ne précède pas exactement, ou ça n'est pas que je ne réfléchisse pas du tout à ce que je suis en train de faire ou à ce que je me propose de faire, mais en fait ça fait partie du travail lui-même. Enfin, même si ça n'est que du rebut ensuite, même si je n'ai pas envie de le soumettre, mais quelquefois ça apparaît. Enfin,
Oui. Non, il n'y a pas un plan préalable, non, non. Mais non, parce que je sais pas faire des plans, je sais même pas faire des brouillons. Oui, je peux en faire, mais je ne les suis pas. Et ils se modifient au fur et à mesure. Il y a quand même une certaine idée ou une image de ce à quoi je tends, oui. Et c'est pas forcément clairement explicitable. Eh ben, je ne pourrais pas forcer. Vous savez, quelquefois, on voit quelque chose un peu confusément, où on a une idée d'une structure, d'une forme, et le mettre en mots, c'est un peu une autre affaire. Ou quelquefois, quelque chose se présente mieux sous la forme d'un volume que sous la forme d'un discours. Moi, j'avais une question concernant donc tous vos personnages. J'aurais aimé savoir comment vous décidez de les faire apparaître ou de les créer, en fait. Comment eux deviennent vivants. Est-ce qu'il y aurait peut-être des catégories de création un peu de personnages en fonction? Tous ne relèvent pas du même champ. Je ne peux pas fabriquer un personnage comme ça. Enfin, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je pourrais leur donner des définitions un peu comme on fait quelquefois au théâtre. Ça veut dire qu'il y a un vieil homme, on dirait plutôt un vieux monsieur, il y a une ou deux vieilles dames différentes, il y a une femme un peu méchante, voilà, je peux les décrire. Et ça, c'est mon stock. Ça veut dire que je peux pas écrire un livre, je peux ne pas les mettre tous dans un autre livre, mais je ne peux pas en ajouter. À un moment donné, c'est fermé. Ils sont au début assez abstraits. Et voilà, quand je dis qu'ils ne relèvent pas du même champ, je vous disais hier que le personnage du marquis était entré pour figurer un certain pan, ou plutôt la marque de ma non-méconnaissance d'une littérature à laquelle je ne valais rien, et qui ne serait absolument pas présente de manière explicite, mais de manière sourde. Disons grossièrement, je ne suis pas le même auteur que je serais si Sade n'existait pas ou si je ne l'avais pas lu du tout. Voilà, donc ça c'est une fonction, n'est-ce pas? Je crois, peut-être pas dans... non, pas dans mes autres livres pourtant. J'ai un personnage qui est un personnage un peu d'innocent. Donc voilà, il s'appelle Florent, et un innocent qui par moments est seulement extrêmement bête et qui tout à coup peut être exceptionnellement perspicace et intelligent. Enfin, j'aime beaucoup cette figure qu'on trouve ailleurs dans la littérature. Il y a des fonctions. Enfin, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu des maîtres et des serviteurs. Enfin, que c'est quelque chose mais tout ça, c'est un peu emprunté à la littérature, un peu emprunté à la propre vie. Enfin, voilà. Et puis, mais je ne sais pas bien comment ils sont apparus. Ils sont pas tous comme j'ai écrit pendant. J'ai bricolé autour de ce projet, réellement de ce projet-là, en pensant que c'était pendant 5 ou 6 ans avant d'écrire ce qui en est le premier livre, mais dont je n'étais pas sûre que ça n'en soit pas le dernier. Les personnages sont apparus peu à peu, oui. Quelquefois, c'était seulement des noms. Quand il a commencé d'y avoir des dialogues, on appliquait un nom à un personnage. Donc il y a des noms français et des noms anglais ou à consonance un peu anglaise, parce que c'est... enfin, c'est ce que j'appelle les différences fortes, qui ne sont pas en très grand nombre, qui sont les différences sociales, les différences de sexe et les différences de langue. Voilà, donc qui classent les personnages, sachant qu'ils peuvent
toujours changer, n'est-ce pas, quelques personnages sont la version masculine d'un personnage féminin. Quelques personnages peuvent être vus par moi, en tout cas, comme la vieillesse d'un autre. Et en fait, c'est comme si c'était le même personnage ou le même rapport. Quelquefois, c'est juste comme une facilité d'écriture. Alors, Et vous parliez des dialogues, oui. Et donc de ces prénoms qui ont fleuri avec ces dialogues. Et moi, je trouve que vous avez une manière assez incroyable d'écrire les dialogues, qu'on ne trouve pas dans beaucoup de livres et surtout de romans. Et je me demandais d'où venait la répétition en particulier dans les dialogues, quand vous écrivez dit, chuchota, le marquis par exemple. Oui. Et ça peut être dit ou chuchoté ou autre chose. C'est beaucoup dit, et je n'ai pas très peur de répéter dit-il en général. Si on lit à voix basse ou si on s'exclame, alors dans le cas des dialogues entre deux personnages qui sont Archambault Blo et moi qui est pas moi, hein, qui est un personnage vraiment comme un autre, simplement ce sont des personnages un peu en extériorité par rapport au livre, donc ça peut être une position, non mais c'est même pas analogue à moi, puisqu'ils sont toujours supposés avoir trouvé le livre et être en train de le lire. Et bref, je sais pas pourquoi, quelquefois il y a des choses qu'on traîne, qui crée un effet de répétition qui peut être heureux, mais qui est aussi bien souvent malheureux. Par exemple, ces ongles ridicules dans les auteurs, ou bien le fait de dire, ça ne vaut que pour Archambault Blo et moi, ça veut dire que c'est une manière de quand même qui reste distinct des autres membres du cercle, même si au début ils l'étaient un peu moins qu'ils le sont devenus par la suite. Alors, lorsqu'il pose une question, l'un des deux, il dit toujours a dit, entre parenthèses, a demandé, voilà. C'est rien, c'est comme une marque de cet espace-là, dans lequel il y a Archambault Blo et moi. C'est pas très efficace, on aurait pu s'en passer. Ça sert pas à grand-chose. C'est peut-être votre goût du théâtre? Oui, peut-être, jusqu'à un certain point. Quand on fait, au contraire, de ne pas avoir peur de dire a dit, je suis très très agacée, surtout quand on lit des scénarios. Ça m'est assez souvent arrivé d'aider quelqu'un à réécrire un scénario, comme des gens qui sont pas vraiment des auteurs en plus, mais qui écrivent des scénarios, se torturent à ne pas répéter, dire, alors, en ne voyant pas qu'ils ont laissé traîner des tas d'autres répétitions à l'intérieur du texte. Et alors qui n'a pas peur de dire a dit, quand ça n'est pas des personnages comme au théâtre, c'est Ivy Content Burnett, qui pourrait être peut-être quand même un auteur de référence pour moi. Voilà. Et donc on parlait des personnages, et moi je me demandais un peu sur le même niveau d'où venaient les intrigues, et si vous faites des listes, par exemple, d'intrigues. Non, les intrigues sont toutes, à part une chose qu'on m'a racontée, dont je ne savais pas bien comment me servir, c'est à savoir de quelqu'un dans une très bonne maison, une bonne famille, mais qui se passe au Canada, donc pas du tout là où je peux le situer moi-même, de quelqu'un qui s'est levé. D'ailleurs, moi, je suis plutôt quelqu'un qui arrive en retard à dîner, qui s'est levé, qui a décroché un fusil, et qui a tué quelqu'un sans que personne n'ait jamais compris pourquoi. Alors moi, c'était une histoire qui m'avait donc qu'on m'a raconté, qu'une personne qui assistait à ce dîner m'a raconté, et donc je cherchais une histoire un peu impressionnante. Ça c'est ça commence à jouer dès mes premières notes en vue de ce livre. Et sinon, les autres intrigues sont absolument faites de bribes et de morceaux. Ça veut dire que c'est absolument pas... peut-être quelques-unes des fragments peuvent être empruntés à la littérature à la littérature. Par exemple, c'est-à-dire que c'est pas la peine...
j'avais besoin, je pensais avoir besoin, et ça c'était vraiment dans les débuts, parce qu'évidemment, ça ne date pas d'hier. Je ne parle pas du moment où j'ai eu le projet, dont j'ai suffisamment dit que c'était le soir de mes 21 ans, mais du moment où je l'ai vraiment repris. Voilà, ça fait un peu longtemps, et j'avais le sentiment que ce projet avait besoin d'une certaine violence, peut-être. Et d'abord parce que moi j'aime beaucoup la littérature d'horreur, et je me demandais comment on faisait. Mais chez vous, c'est plutôt drôle. Oui, je sais, parce que j'ai un côté grand guignol, oui. Et ben voilà, parce que je ne sais pas faire autrement. Et donc, quand on n'est pas capable de le faire sérieusement, et ça, d'utiliser des choses, enfin, une certaine drôlerie, pour autant que j'y arrive par incapacité de faire autrement, je l'ai fait plusieurs fois. Et ça m'est même arrivé de faire dire quelque chose à quoi je tenais, ça veut dire qu'il serait de l'ordre de ma profession de foi, par un imbécile. Parce que je n'arrivais pas, mais vraiment par un imbécile, par un des personnages ridicules du livre. Je vois ça plutôt dans mon livre, je pense à un exemple dans mon livre qui s'appelle Parmi d'autres, qui est donc antérieur au corpus. Et donc se servir d'un idiot pour énoncer quelque chose, ou bien ne pas être capable. Mais ça, c'est très amusant, l'idée d'écrire quelque chose. C'est pas votre question, c'est pas le sujet, mais ça fait rien. Justement, on va parler d'autre chose. D'écrire quelque chose qui fasse peur, qui fasse peur, ou qui fasse de l'effet vraiment au lecteur. Alors, par exemple, dans les débuts de la littérature gothique, que ce soit Walpole ou Anne Radcliffe, en fait, Anne Radcliffe, il y a toujours une distance, mais Walpole, il a envie de vous faire peur, et en fait, il ne fait pas peur du tout, il est ridicule tout le temps, il se démène, et il y a tout et c'est encore plus vrai dans la littérature française, où on voit bien qu'il y a un effort pour vous glacer d'horreur, et on n'arrive pas tout à fait. Et alors, il y a des auteurs modernes qui sont littérairement, plutôt moins intéressants, qui arrivent à écrire des choses qui sont vraiment très inquiétantes. Et donc, après tout, voilà, on n'est pas obligé de se ranger derrière. Alors, c'est pas que le grand guignol, ça ait donné de la grande littérature non plus, hein, mais mettons que ça peut être un peu une référence, ça existe. Et c'est un humour cynique? Vous croyez que c'est cynique? Non, j'ai pas l'impression que cynique soit quelque chose qui me... Non, moi j'avais l'impression que c'était plutôt bon enfant. Il y a néanmoins quelques chiens de temps en temps. Des chiens sont lâchés qui ne sont pas forcément faits pour faire sourire, mais un tout petit peu. Ne parlez pas de chien devant Anaïs, parce que je lui ai infligé ma chienne lorsqu'elle m'a rendu. C'était adorable. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que vous disiez, mon Dieu, cette personne avec sa chienne, on vient la voir pour parler de littérature, et tout ce qu'elle doit faire, c'est démêler les poils de sa chienne. Une question qui n'a aucun rapport avec les chiens, et que j'ai essayé de vous poser hier sans vraiment y arriver, et je vais peut-être toujours pas y arriver, à faire quelque chose de clair, peut-être parce que aussi c'est une question idiote. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible un jour que quelqu'un organise une rétrospective du corpus sous la forme du travail du cercle, dans lequel vos notes, les archives des performances, les manuscrits, vos carnets seraient présentés comme des objets de fiction? Ou est-ce qu'on serait, comme selon votre expression, la ligne et la surface et le volume? On arriverait donc dans le chaos, ou simplement trop hors de la littérature? Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question, Anaïs, je suis désolée. Et je vais vous dire, parce que vous pensez en termes d'exposition et en termes d'objets, enfin de présence d'objets. Et même si dans les 20 dernières années, j'ai un peu contrevenu à cette règle, j'ai l'habitude de dire que pendant une assez grande période, non seulement de ma vie, mais du temps où j'ai écrit,
maintenant, j'ai pris l'habitude de dire de dire que j'étais une intégriste de l'écriture. Et c'est-à-dire que je pensais que tout, je dis ça aussi à mon livre parce que vous avez parlé de ce solo à Marseille, et j'ai dit ça, mais j'ai pas employé, je crois, le mot intégriste. Et en fait, mais en revanche, j'empruntais à une personne de mes amis son expression qui disait ces gens desquels j'aurais été plus que personne, qui sont confits en écriture. Mais ça a à voir avec ce qu'est l'écriture pour moi. L'écriture, évidemment, c'est mon outil, mais c'est ma matière et c'est mon sujet. Et c'est absolument, intrinsèquement, les trois. Et donc, cela avait pour conséquence que tout ce qui peut être écrit ne doit pas exister autrement qu'en écriture. Alors dans mon solo à Marseille, c'est pas que je me cite, c'est au contraire que je déteste me répéter. Et donc je suis consciente de me répéter, de dire que j'ai déjà dit ça. Évidemment, c'est complètement stupide parce qu'on peut dire qu'on se lève le matin, on peut dire qu'on mange, on peut dire qu'on boit, on peut dire qu'on dort, on n'a plus qu'à se laisser mourir après quelques pages, n'est-ce pas? Non. Et donc il faudrait préciser tout ce qui a le moins un rapport avec l'écriture ne doit être exécuté qu'en écriture. Et donc il m'est arrivé, c'est pourquoi je refusais, entre autres raisons, les lectures publiques. Et pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Lecture publique suivi d'un débat, qui est un livre qui est fait pour ne pas être lu. C'est pas un livre contre la lecture publique, je trouve très bien que d'autres personnes lisent, mais moi, je ne donnais pas de lecture publique. J'écrivais la lecture publique. Ça avait aussi, alors, c'est quelque chose qui a pu être détourné précisément au moyen de la notion un peu de in situ. Par exemple, j'ai été un jour invité, ça c'était la première fois où si je puis dire, j'ai mis un pied en dehors de la maison POL, à participer à un numéro d'action poétique sur la prose. Et c'était ennuyeux parce que c'était Michel Grangot qui avait suggéré mon nom. Et donc j'étais un peu tenue d'accepter. Et donc le texte, dont j'ai à peu près tout oublié de ce qu'il est, parle du sujet même, d'apparaître dans une revue, et presque évoque l'idée que on inventait, nous autres gens du cercle, nous inventions des revues auxquelles, ou même simplement nous donnions le nom de revue et nous disions qu'un tel ou tel d'entre nous y avait été publié. C'est-à-dire, voilà. Mais néanmoins, j'ai donné ce texte à Action poétique, et alors, je ne sais pas si c'est dès cette époque, ou si c'est en cette occasion, ou un peu avant, que j'avais ajouté ce qui est un peu, c'est pas une contrainte, c'est une petite règle, qui était celle de la déperdition. C'est-à-dire, dans de certaines circonstances, on donne un texte, et alors j'ai vu, je ne sais plus où, qu'en fait il était retenu dans ma bibliographie, que j'étais supposée avoir, c'est jamais moi qui aurais fait ça, donc de donner des choses qui sont des éléments du corpus et qui seront perdus, sous forme d'une lettre par exemple, ou voilà. Et donc, ça c'était vrai de la lecture publique, etc. Et donc de tous les objets, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objet, il n'y a que de l'écriture. Et donc je peux dire qu'ont été exposés en tant que fiction et comme appartenant au cercle et au manque de cercle, je peux écrire le texte, mais je ne dois pas, mais je ne le fais pas. Enfin, ou encore une fois, avec le temps, on met de l'eau dans son vin. Mais ça reste une règle, et encore une fois, ce sur quoi j'insiste, même si je peux prendre quelques distances avec ça, c'est la nature de l'écriture pour moi. Voilà. Mais j'ai compris alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci Jérôme. Merci Daniel Mémoire d'avoir accepté notre invitation à la Villa Arson, à Nice, dans le cadre des activités du Studio X. Radio Arson.
Mais c'était formidable, bravo. La première fois que j'ai été interviewée à la radio, c'était Alain Weinstein qui m'a posé une très très longue question. C'était la même, c'était Weinstein et Jean Dève, une question longue comme ça, et j'ai dit non. et alors, il y avait des gens derrière la cabine qui disaient ça, mais... Et puis il m'a posé une deuxième question, tout aussi longue que la première, et je dis oui. Et la même chose, il m'a posé une troisième question, et là j'ai commencé à répondre, et c'était en direct. Enfin, j'étais très longue. C'est-à-dire qu'il y avait ces personnes à France Culture, quelquefois, qui vous interviewaient, mais qui devaient absolument laisser entendre qu'elles étaient quand même beaucoup plus intelligentes que vous. Et... Oui, ce que je ne pourrais pas faire. Absolument pas.